What up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et mon podcast si vous m'écoutez en format podcast. Comment allez-vous? Vous allez bien? Look at my new hair. Do you like it? Do you like it? New hair, new me. Mon anniversaire est passé il y a une semaine. La semaine dernière, c'était mon anniversaire, le 7 janvier. J'ai pas fêté vraiment, même si j'ai passé une bonne journée, mais j'ai pas fait la fête de fou parce que je vais au Mexique. Je vais au Mexique la semaine prochaine. Donc, je vais célébrer mon anniversaire là-bas. J'ai rencontré une pote au tennis. Elle aussi, son anniversaire, c'est en janvier. Donc, on s'est dit, peut-être qu'on devrait aller au Mexique, essayer de fêter ça ensemble. On verra. J'ai jamais voyagé avec quelqu'un. Donc, enfin, non, j'ai déjà voyagé avec des gens, obviously. Mais j'ai jamais voyagé avec quelqu'un que je connais à peine en vrai, à peine, tu vois, on joue au tennis, on a le tennis en commun, elle est cool, je suis cool, mais on n'a jamais vraiment voyagé ensemble, donc on verra. J'essaie de profiter de la vie, j'essaie de profiter de la planète pendant qu'elle est encore là, parce que l'actualité est actuellement 2025, ça fait moins de 2 semaines et c'est effrayant. C'est effrayant tout ce qui se passe actuellement, en tout cas de notre côté du monde. Il y a des feux en Californie, il neige dans le sud des États-Unis. Et avec tout ce qui se passe politiquement, franchement, c'est Justin Trudeau a démissionné. Like, what is happening? C'est quoi? 2025, c'est 2020? Like, are we about to do this again? En tout cas, j'espère que de votre côté, ça va. Aujourd'hui, on est là. On est ensemble pour parler. By the way, je suis désolée hein, si vous me voyez flip my hair like that. I'm not used to have like hair like that. Like, I'm like, what is this thing in my face? Mais en tout cas, donc si vous me voyez, c'est pas parce que je me la pète, même si peut-être. C'est juste parce que j'ai pas l'habitude, donc j'ai le réflexe de toujours enlever ce qu'il y a en face de moi. Mais I'm gonna keep it like that because I look cute like that. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de de mon licenciement. Donc, en fait, mon but avec ces podcasts, avec ces vidéos, c'est bien sûr de créer une communauté, de foster like a community and grow together, etc. Mais je veux aussi que les gens apprennent quelque chose avec mes vidéos, avec mon expérience, tu vois, genre that I want my videos and my podcast to bring value to people, genre comme ça. En fait, la vie, j'ai l'impression que la vie, c'est tu apprends de ta vie, des différentes expériences que tu vis, mais tu apprends aussi des autres. Et moi, ce que je veux faire avec ma chaîne, c'est donner une opportunité ou donner un espace d'apprentissage de la vie de quelqu'un, tu vois. Donc, c'est ça mon but. Créer une communauté, mais où on peut apprendre des uns et des autres. Et moi, je me suis, à travers ma carrière, donc j'ai eu 31 ans récemment, à travers ma vie, ma carrière, j'ai été licenciée plusieurs fois. 4 fois, pour être plus précise. 4 fois, j'ai été licenciée. Et mes licenciements, en vrai, il y en a juste un seul qui m'a impacté très, très, très personnellement, genre profondément, c'est le licenciement dont je vais vous parler et des leçons que j'ai tirées. Donc, on va voir ensemble comment est-ce que on peut survivre émotionnellement et aussi physiquement, en fait, d'un licenciement sans motif, sans rien du tout. Au-delà même de sans motif, sans rien du tout, c'est que c'est l'organisation, la compagnie qui avait tort, tu vois. Donc, c'était une injustice pour moi tellement profonde. Je me dis, si quelqu'un peut apprendre de ça, pour qu'un jour la personne soit mieux préparée à un tel événement de la vie, c'est tout ce que je peux demander en fait de cette chaîne, de ce podcast. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé du fait que j'ai déménagé de Yellowknife à Edmonton toute seule parce que j'avais besoin de changement. Ma vie à Yellowknife ne me correspondait plus. Donc, j'ai décidé de tenter l'aventure ailleurs, dans une autre ville. J'ai trouvé un travail et quand je suis venue, j'ai commencé le travail. Et après une semaine, donc très très rapidement dans le travail, j'ai réalisé que mon manager et moi, on était totalement différents. D'une part, le mec, c'était un micromanager. Genre, il était constamment sur mon dos pour plein de petits trucs. Et ça, je ne supporte pas pour quelqu'un qui, très, très indépendante, qui a dû être très indépendante très vite. Je ne supporte pas que les gens soient constamment derrière moi en train de me dire « Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» Si je te dis que je vais faire ça à telle date,
genre, me repose pas la question en fait. Je vais revenir avec le projet à la date à laquelle j'ai dit que j'allais apporter le projet. Donc, il était constamment derrière mon dos. Je pense que c'était la première fois qu'il était manager, je crois, je sais pas. Et aussi, un autre truc que j'ai compris de lui, et ça, c'est juste, c'est la psychologie à 2 balles. C'est vraiment psychologue en carton, tu vois. Mais je pense que c'était un homme noir, mon manager. Je pense qu'en fait, parce qu'il a dû évoluer dans un espace très, très blanc, tu vois, certains noirs, je ne dis pas tous les noirs, certains noirs, quand tu grandis dans un espace blanc, où il n'y a que des blancs autour de toi, j'ai l'impression que certains ont tendance à intérioriser un peu de racisme et pour qu'ils puissent se détacher des idées reçues que les autres ont sur les noirs et que eux-mêmes ont sur les noirs, c'est comme s'ils prenaient cette posture de respect, ou en anglais on appelle ça respectability politics, c'est ce concept qui dit que si tu es respectable, que tu parles bien, que tu t'habilles bien en tant que noir, eh ben, tu auras accès à tout ce que les blancs ont accès. Moi, je pense que c'était ce genre de noir-là. Pourquoi? Parce que quand il parlait comme un robot, genre. On dirait un gars qui a tapé dans ChatGPT comment est-ce que les gens respectables au travail dans un bureau parlent, et il parlait comme ça, tu vois. Il n'y avait aucune authenticité dans sa voix, dans la manière dont il faisait les choses. C'était vraiment un... On dirait qu'il s'est façonné une personnalité sur Internet sur base de ce qu'il pense que un gars respectable qui connaît ses trucs fait ou dit. Ça, c'est un. Deux, le mec, on était dans une organisation, on travaille pour le gouvernement, mais je veux dire, frère, on n'est pas sérieux, surtout au Canada, les gens, ils sont pas, on n'est pas au taquet sur le dress code et tout et tout. Il faut que tu sois habillé correctement, mais on n'est pas, faut pas que tu viennes habillé comme si tu étais un ambassadeur, tu vois. Le mec, il venait toujours costard, cravate, veste, chaussures. And I was like, franchement, genre, on se disait, mais... Et je sais que notre directrice, parce qu'il y avait moi, manager, directrice, on se disait dans nos têtes, mes frères, it's really not that serious. I promise you. Whatever we're doing, ça vaut pas tout cet accoutrement-là. Donc, c'était comme ça. Et il se tenait d'une façon, genre, on dirait vraiment... On dirait vraiment quelqu'un qui a appris à la télé ou sur Internet comment être un gars respectable et donner l'impression que tu sais ce que tu fais. Et la vérité, c'était qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Tu vois, le mec, tu sentais à travers tous ces masques, toute cette mascarade que c'était quelqu'un qui était vraiment, genre, tu sentais l'insécurité, tu sentais quand je dis l'insécurité, c'est the insecurity, tu sentais le manque de confiance réelle. Et je le sentais très très vite. Et j'avais l'impression qu'en fait, j'étais un peu son punching bag. C'était un moyen pour lui de montrer que, ouais, voilà, c'est un gars, voilà quoi, un pro. Et j'ai très vite compris son jeu. Et moi, je suis tellement pas on the same time as him, on the same train. Je suis tellement pas comme ça. Je viens, je fais mon travail. Je reste respectable, bien sûr, mais je reste authentique et vrai dans la personne que je suis. Donc, il était constamment derrière mon dos, comme ça, là, avec des petits trucs. Est-ce que tu peux faire ça pour telle date? Je dis oui. 2 jours avant la date, il me dit, est-ce que tu as fait le projet que tu as dit que tu allais faire? Je dis, mais il me reste encore 2 jours, non? Ouais, je voulais juste checker pour être sûre. Je dis oui, ben, j'ai dit que j'allais. Tu m'as dit de l'amener, d'apporter le projet le 10 septembre. On est le 8 septembre. J'ai 2 jours encore. Enfin, je disais pas ça comme ça, mais dans ma tête, je disais, mais il est bizarre ce mec. Et il vient constamment, il me regarde toujours. Genre, throughout the day, durant la journée, je vous jure, il toquait plusieurs fois à ma porte. Il me disait, ça va? Tout se passe bien? Oui, je dis, ouais, ça va. Et il revient 3 heures après. Ça va? Vous voulez juste checker pour être sûr que tout se passe bien? Oui, ça va. Enfin, genre, je finissais mes journées, j'appelais mes amis, je dis, hey,
mon patron, il est trop bizarre, je vous jure. Le mec, c'est un fou malade, je vous jure. Ils disent, mais pourquoi? Je dis, mais il est trop bizarre. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a des patrons qui font ça dans la vraie vie? Et ils disent, non, mais Syrah, tu viens de commencer, tranquille et tout. Et je venais de commencer, donc je voulais être sûre de ne pas rock the boat, tu vois. J'arrive, ça fait 3 mois maintenant que je travaille dans l'organisation. C'est mon boss, ça fait 3 mois. Et on doit faire une évaluation pour être sûr que je réponds à mes target goals, ou pas que je réponds, mais que j'ai atteint mes objectifs, etc. Donc, on fait notre réunion de 3 mois et tout, d'évaluation de 3 mois en personne. On parle et tout, il me dit, ouais, les points forts, c'est ça, ça, ça. Les points à améliorer, c'est ça, ça, ça. Il parlait et tout, il a parlé pendant 40 minutes, je dis, ok, whatever, je m'en fous. De toute façon, tout ce que tu me racontes, moi, je sais que toi, tu fais juste semblant en vrai, toi. Je sais que tu fais semblant de connaître tes trucs, mais en fait, tu sais rien. Je l'écoute et tout, je suis respectueuse parce que voilà, j'ai besoin de l'argent. Mais dans ma tête, je dis, anyways, whatever, quand est-ce que ça va finir pour que je signe ce document et qu'on puisse passer à autre chose? Il me dit, oh, à la fin de la réunion, de l'évaluation, du coup, il me dit, je vais t'envoyer tout ce dont on a parlé par écrit, comme ça tu vas signer et on va pouvoir le donner au département des ressources humaines. Ok, pas de problème. Je reçois le lendemain l'évaluation écrite de tout ce dont on a parlé en personne, mais je vois 2 phrases additionnelles dont on n'a jamais parlé, dont il n'a jamais fait mention dans notre réunion en personne. Les 2 phrases c'était « Refuser du travail est inacceptable ». Si tu as besoin d'aide, communique ça clairement à ton responsable. Ouais. C'est inacceptable de refuser du travail qu'on t'a donné. Quand est-ce que j'ai refusé? À quel moment? Et à quel moment je n'ai pas communiqué à mon responsable si je me sentais overwhelmed par le travail au point où je ne pouvais pas délivrer les projets que je devais délivrer? À quel moment j'ai fait ça? Je lui ai écrit un email vite fait, je dis... Est-ce qu'on peut se parler par rapport au document que tu viens de m'envoyer? Il me dit, ouais, bien sûr. Je dis, ces 2 phrases-là, je ne comprends pas. Comment ça c'est... Pourquoi? Enfin, on n'en a pas parlé en personne. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, refuser du travail? Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est verbatim, exactement comment les choses se sont déroulées. Exactement. Et quand je dis exactement, si je suis dans une cour, je peux prouver que ce que je dis est vrai. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hey, vous faites les conclusions que vous voulez, mais tout ce que je dis, c'est que when it comes to receipts, she got receipts on whatever she's about to say, tu vois? Voilà, c'est ça que je dis. Donc, il me dit, ces 2 phrases, je les ai mis comme ça. C'est ça qu'il me dit. Il me dit, je les ai mis comme ça, parce que c'est important que si tu as trop de travail, de communiquer, c'est important de ne pas refuser du travail qui est donné à quelqu'un, c'est important. Et si tu as trop de travail, c'est important de communiquer ça. Donc, j'ai mis ça comme ça. Ça n'a aucun sens. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, mais de quoi il parle? Il pense que je suis conne ou quoi? J'ai dit, comment ça, tu as écrit ça comme ça? Il me dit, oui, tu es d'accord, Syrah, que refuser du travail est inacceptable. Je dis, oui, c'est inacceptable. Il me dit, tu es d'accord avec moi, Syrah, que quand tu as trop de travail, c'est important de communiquer à tes responsables que tu as trop de travail. Je dis, oui, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ces 2 phrases se retrouvent dans mon évaluation. Parce que si quelqu'un des ressources humaines ouvre mon dossier, regarde mon évaluation de 3 mois, lit ça, la personne va naturellement conclure que à un moment donné, depuis le début du travail de Syrah jusqu'à maintenant, donc 3 mois, à un moment donné, elle a refusé de faire du travail. Elle a omis de dire à ses responsables qu'elle avait trop de travail. C'est ça que ça veut dire, le fait que vous l'ayez mentionné ici, monsieur, dans mon évaluation. Donc, si vous le mentionnez, j'aimerais déjà que vous me dites pourquoi on n'en a pas parlé en personne. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple où, durant ces 3 mois de travail, j'ai refusé, de faire du travail que vous m'avez donné, et à quel moment j'ai omis de vous dire que je me sentais submergée par mon propre travail. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? On va en rond pendant 52 minutes.
52 minutes en rond comme ça. Le mec était à aucun moment capable de me donner un exemple qui peut corroborer les 2 phrases qu'il vient de mentionner dans mon évaluation de 3 mois. Et cette évaluation permet de déterminer si la personne, l'employé, est un bon fit pour l'organisation. Et je suis très, très calme. Très calme. Parce que je dis, ça peut vriller très vite. Ça peut très vite vriller. Et je ne veux pas que mon emportement prenne le dessus et dise « Oh, mais Sarah, tu es agressive et tout. » Je veux vraiment qu'on reste sur le sujet, le point focal, le point principal qui était que vous êtes en train de mentir sur un document d'évaluation pour faire un portrait de moi qui est incorrect. J'ai dit, je ne vais pas signer le document. Le document, il est là, je ne vais pas le signer. J'ai dit, j'ai besoin de parler à notre directrice. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas signer votre document, il faut qu'on parle à la directrice. Il dit, ok, je vais contacter la directrice. À partir de ce moment-là, je ne lui faisais plus confiance. Donc moi-même, j'ai contacté la directrice, je lui ai expliqué la situation, j'ai dit, il faut qu'on se parle. La directrice répond après quelques jours, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, on va se parler dans 2 semaines. Dans 2 semaines, 2 semaines après, je vois dans mon calendrier une rencontre à 8 heures. Je commence le travail à 8h30. Ok, moi je fais ma vie, je dis ok, ils veulent que je vienne au travail plus tôt. Pas de souci, la meuf, rien compris. Et la réunion se passe en dehors du bureau, dans un endroit, dans des locaux, parce qu'on a plusieurs locaux. Et la réunion se passe, ça se passe pas dans nos locaux principaux, tu vois. Je dis ok, again, calculer que dalle. J'arrive à la réunion 8 heures, je rentre dans le bâtiment que je connaissais pas. Et là, j'arrive dans la salle, je vois ma directrice, mon manager, 2 personnes que je ne connais pas. Je m'assois et je sais que je me suis fait licencier sur place. Ça a duré 3-4 minutes. On m'a lu un papier, on m'a dit voilà, on m'a donné aucune raison. Aucune raison. C'était un licenciement sans motif. Au Canada, tu peux, après 3 mois de travail dans une organisation, l'organisation peut te licencier sans aucun motif. Sans aucun motif et c'est juste que ça n'a pas fonctionné, tu vois. Parce qu'il y a toujours une période d'essai et tout et moi, j'ai juste techniquement pas passé ma période d'essai. J'étais sous le choc. J'ai gardé bien sûr mon calme, poker face. Personne n'a su que j'étais anéantie. J'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez moi. Et keep in mind, j'ai déménagé de Yellowknife à Edmonton pour ce travail. C'était mon seul travail. J'avais énormément de dépenses. J'ai dû meubler ma maison. J'ai dû acheter une voiture que j'ai achetée cash. Donc, niveau financièrement, j'étais dans le trou, tu vois. J'étais crouée de dettes, carte de crédit, credit card debt. Et je viens juste de perdre mon travail, tu vois. Pendant 5 mois, j'étais dans un état d'esprit où je ne me reconnaissais pas. Genre, j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur. J'avais l'impression de ne pas avoir j'avais l'impression de ne pas mériter d'être là, en fait. Je me rappelle, tous les matins, je me réveillais, je me disais, je suis en train de perdre, I'm literally wasting air. Je suis une masse vivante sur Terre qui prend de l'espace, qui prend de l'air et qui ne contribue en rien à la société. Tous les matins, pendant 5 mois, c'est ce que je me disais. C'était horrible. J'avais l'impression d'être au fond du trou. J'étais au fond du trou. C'était pas une impression, j'étais vraiment j'avais l'impression d'avoir touché the rock bottom. Après, je sais que il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pas vraiment really rock bottom. At the end of the day, j'avais toujours mon appartement, j'avais toujours un endroit où je me sentais en sécurité, je pouvais manger, je pouvais me déplacer. C'est juste que je savais pas d'où viendrait mon prochain revenu en fait, tu vois. Et j'ai contacté, normalement quand tu perds ton travail, tu as la possibilité de toucher EI. EI c'est Employment Insurance. Assurance emploi. J'appelle le gouvernement, je dis bon, j'ai perdu mon travail, est-ce que c'est possible d'avoir mon assurance emploi? Assurance emploi que tout le monde contribue. Si tu travailles, tu contribues à l'assurance emploi. Le gouvernement me dit, vous n'êtes pas éligible pour toucher le EI parce que vous n'avez pas travaillé assez d'heures dans votre travail. Je dis mais
j'ai pas travaillé assez d'heures, c'était pas mon choix, on m'a renvoyé. Ils ont dit, bah, pour bénéficier de votre assurance emploi, vous devez atteindre un niveau d'heures, 500 heures, je crois, pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Je dis, mais encore une fois, madame, j'étais au téléphone, j'ai dit, madame, c'est eux qui m'ont renvoyé, c'est pas moi qui ai décidé de partir. Elle a dit, c'est ça les règles. C'est ça les règles. C'est que pour toucher EI, tu dois avoir passé dans ton dernier emploi un certain niveau d'heures à travailler là-bas pour pouvoir toucher. Donc, j'avais même pas d'argent du gouvernement, une assurance que je contribue depuis 2014. Je me suis fait renvoyer en 2023. Je ne pouvais pas toucher. Je n'étais pas éligible. C'était ridicule. Première leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'une organisation, peu importe s'il te dit plusieurs fois, nous sommes une famille, nous sommes une famille, vous n'êtes pas une famille. Vous n'êtes pas une famille. Et matter of fact, I feel like si tu entends ça, it's a red flag. Ça veut dire que cette compagnie va faire les pires dingueries, et ils vont essayer de camoufler ça ou essayer de justifier ça sous le drap de « Oh, nous sommes une famille et tout. Non, mais vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. Nous sommes une famille. » C'est absolument faux. Vous n'êtes pas une famille. Votre manager n'est pas votre pote. Peu importe si vous entendez bien avec eux, avec elle ou avec lui, c'est pas vos amis. Les ressources humaines ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour préserver les intérêts de l'organisation. Donc, gardez ça en tête. Et moi, maintenant j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail après 5 mois. Mais maintenant, je garde toujours en tête, même si mon manager ici, la personne est super, je l'adore et tout, on s'entend super bien. À chaque fois, je dois me rappeler que c'est pas ma pote, c'est pas mon ami. Je suis remplaçable. Je suis remplaçable. Donc, si je suis remplaçable, eux aussi sont remplaçables. Il faut toujours garder une espèce de distance entre les gens et surtout ne donnez pas votre loyauté à une organisation, à une compagnie, parce qu'ils vont préserver leurs intérêts et vous devez tout simplement garder les vôtres en tête aussi et essayer de les préserver au maximum. Un autre truc aussi, vu que vous n'êtes pas une famille, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous donner corps et âme à une organisation. Ne vous donnez pas, c'est peut-être controversé, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, il faut travailler dur au début pour essayer de te prouver. » Non, moi, je prouve rien à personne. Non, c'est faux. Maintenant, j'ai compris. Tu prouves rien à personne. Donc, si mon travail, c'est de 8h30 à 16h30, je vais arriver à 8h30, je vais partir à 16h30. Peu importe ce qui se passe, peu importe quel projet est en place, à 16h30, je prends mes affaires, je pars. Parce qu'à the end of the day, vous ne me payez pas plus que ça. Et ça, this is just a job for me. This is just a job. So, I will give my best within the time that you're paying me, tout simplement. Donc, vous ne sacrifiez pas pour un travail, aller en burn-out, stresser toute la journée. It's really, they're not worth it. They're not worth it. La deuxième leçon que j'ai tirée de mon licenciement sans motif, c'est que c'est extrêmement important d'avoir plusieurs sources de revenus. Moi, heureusement, la façon dont j'ai réussi à survivre, parce que j'avais déménagé pour ce travail-là, du coup, c'était mon travail principal. Mais quand je suis arrivée à Edmonton, je m'ennuyais tellement parce que j'avais pas d'amis, j'avais personne après le travail, que j'ai décidé de donner des cours de français à des enfants ici. Il y a des gens qui veulent apprendre le français et comme on est dans une province anglophone, il n'y a pas énormément de francophones. Donc, j'ai mis mes services à disposition pour des cours de français. J'avais à l'époque 2-3 élèves qui payaient relativement bien. Mais c'était pas du tout, c'était de l'argent de poche, hein. C'était pas de quoi payer une facture de téléphone, tu vois. Mais quand j'ai perdu mon travail, du coup, j'ai dit il faut que je trouve un moyen d'avoir plus d'étudiants, plus de clients à qui je peux donner des cours. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment aller à fond dans mes cours et tout, pour pouvoir avoir plusieurs étudiants. Et c'est ça qui m'a permis, avec les restrictions budgétaires que je faisais, comment on appelle ça en politique, la rigueur budgétaire, c'est ça, la rigueur budgétaire. Donc, avec tout ça, toutes ces stratégies-là que j'ai mis en place,
ça m'a permis de pouvoir payer mon loyer parce que le but, c'était de ne surtout pas retourner à Montréal ou ne surtout pas retourner à Yellowknife. Donc, mon loyer, c'était le plus important. Et j'ai vraiment lean into those classes. J'étais serveuse dans un café, dans un restaurant. J'étais prof de français après l'école. J'ai vraiment, genre, j'étais en survival mode et tout, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur comment j'ai payé mes études, tout était une opportunité de faire de l'argent. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, avoir multiple streams of income, c'est crucial à notre époque. C'est crucial. Franchement, c'est important que vous vous asseyez et que vous vous dites what can I leverage? Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux apprendre à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une autre source de revenus en dehors de mon travail fixe? Parce que le travail fixe, ce travail stable, there's nothing stable about it. Nothing stable about it. Surtout dans cette économie-là, there's nothing stable about un travail. Peut-être en Europe, parce que moi, j'ai des potes français qui m'ont dit « Ouais, on ne peut pas te renvoyer comme ça. S'il se passe quelque chose, on va au prud'homme. » Good for you. Mais ici, un employeur peut te donner 2 semaines de préavis and you're out of there. Renvoyer et engager des employés, les entreprises, ils font ça comme si c'était, on faisait du pain et des croissants tous les matins. Donc, there's nothing stable about your position. Donc, si tu as l'opportunité d'avoir un side hustle, n'importe quoi, un autre truc qui peut te permettre d'avoir another stream of income, je vous jure, you'll never regret leaning into it. Parce que tu sais pas ce que la vie a pour toi. Tu sais pas, you don't know what life has in store for you. Donc, si tu peux pull resources from other places, other ventures, faut vraiment le faire. Faut learn from me. You might need that shit. Tu peux, like moi, je m'attendais absolument pas à perdre mon travail après 3 mois. Et heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de me dire « Ah, c'est bon. » J'ai même pas eu la présence d'esprit. C'était vraiment au hasard comme ça, tu vois. Je me dis « Mais je m'ennuie, je fais rien, je connais personne. J'ai rien à faire. » Donc, bah voilà, autant faire un petit peu d'argent et puis après, je peux aller dépenser ça au restaurant. Little did I know que le restaurant n'allait pas être un truc pour moi pendant encore plusieurs mois. Donc, deuxième leçon, avoir plusieurs sources de revenus. Troisième leçon que j'ai tirée de ce licenciement, c'est que le capitalisme, c'est pas une solution. Le capitalisme n'est pas la solution. Je sais pas c'est quoi, je prétends pas connaître un autre système qui pourrait mieux nous bénéficier, mais le capitalisme, that ain't it, babe. That is not it. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, aujourd'hui, tu peux être au sommet, et demain, tu te retrouves au fond du trou. Au fond total. Je suis passée de Yellowknife où je faisais trop d'argent. Trop d'argent. Et là, je suis crouée sous les dettes. Genre, mes dettes pèsent plus lourd que moi. That's crazy. Crazy. Et ça m'a radicalisé encore plus dans mon socialisme. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, si tu n'es pas Jeff Bezos, si tu n'es pas Bernard Arnault, si ton nom de famille finit pas par Musk, on est tous dans le même panier. Don't ever believe that you're safe with the income that you have in this economy. Parce que tu peux passer from a God to un moins que rien en l'espace de quelques mois. Quelques mois. Donc, la classe moyenne, on doit se mobiliser contre the 1%. That's what I took. That's what I took. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'à Yellowknife, j'ai trop cru. J'ai trop cru en fait que voilà, c'est bon, j'ai un bon coussin financier, là c'est bon, I kind of made it, en plus je suis encore jeune, j'ai 28 ans, no, life is full of surprises and you would be actually surprised by it, you would be. Tu peux pas réaliser ce que la vie a in store for you until you face that shit, Donc,
Si tu fais pas partie du 1%, tu fais partie du même panier. Je te parle de l'éboueur, je te parle de l'ingénieur, je te parle du médecin, je te parle de l'administratrice, je te parle du mécanicien. On est tous dans le même panier contre the 1%. That's what I took. That's what I took. That's what I took out of it. Et la dernière leçon que j'ai tirée de ce licenciement, c'est que, en fait, tu es plus que ton travail, Syrah. Tu es plus que ton travail. À un moment donné, là, après 5 mois de very low self-esteem, j'avais aucune estime de moi. Je me détestais en tant que personne. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais sur Terre, en fait, tu vois? Ça te permet de questionner énormément de choses. Tu te dis, mais quel est le but? Qu'est-ce que je fais? Là, on dit, ouais, life is not about a job. Life is much, much more than just a job. Maintenant que j'ai plus de travail, c'est quoi ma vie? Et j'ai vraiment dû réexaminer ma vie et me dire, en fait, genre, même si j'ai pas de travail, même si je contribue pas techniquement, financièrement à l'économie, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, j'ai de la valeur aussi. That's crazy to say it out loud. Mais quand j'étais dans mon trou là, dans ma dépression là, je devais me rappeler qu'en fait, en tant qu'individu, j'ai de la valeur. Je vaux quelque chose. Il y a des gens qui m'aiment. Franchement, hey, je suis émue. Genre, that's crazy to tell. Genre, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'apprécient et j'ai pas besoin d'avoir un travail ou avoir de l'argent pour mériter cet amour et mériter d'avoir un bon service à la clientèle, mériter d'avoir un bon système de santé. En fait, j'avais l'impression que quand j'avais pas de travail, je me dis, genre, les gens, ils peuvent me traiter comme de la merde, j'ai même pas de travail, genre, je contribue en rien. Mais non, mais juste à cause du fait que tu existes, en fait, tu mérites le respect et l'amour de tout le monde. Genre, ouais, absolument. Tu mérites le respect. Tu mets tout ce que les riches ou les gens qui ont de l'argent et tout méritent. Toi aussi, tu le mérites, même si tu ne contribues en rien à la société. Et c'est pas vrai que tu contribues en rien à la société. On contribue tous d'une façon ou d'une autre. Hey, j'étais très philosophique, hein. Pouah, je vacillais entre la dépression et la philosophie. Je vacillais comme ça, là. Genre, j'ai eu tellement de hauts et de bas durant ces 5 mois que maintenant, genre, je me dis, en fait, c'était peut-être, dare I say, one of the best things that happened to me. Je sais pas. Is it? En tout cas, j'ai appris énormément de choses et j'adore une citation. Je vais essayer de vous laisser chaque vidéo avec une citation que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup la citation. Je l'ai entendue de Charlemagne de God. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, peut-être pas. Mais j'ai entendu une citation de lui que j'aime beaucoup qui dit que Smart people learn from their mistakes. Wise people learn from the mistakes of others. Les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs et les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Donc, je me dis, ça peut être une opportunité d'apprentissage de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et cette citation, je l'ai prise, je l'ai intériorisée et à chaque fois, j'essaie constamment quand je vois les histoires sur TikTok, sur YouTube, je me dis qu'est-ce que je peux tirer de ça? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Et moi, ce que je pense, si vous ne retenez une seule leçon aujourd'hui, c'est que vous valez plus que votre travail. C'est pas parce que vous avez un travail génial que vous êtes une personne bien. C'est pas parce que vous avez un travail quote unquote de merde et il n'y a aucun travail de merde. Mais c'est pas parce que vous avez un travail qui n'est pas valorisé socialement que ça veut dire que vous êtes une merde. If you take anything out of this, prenez ça. Et aussi prenez le fait que il faut avoir plusieurs streams of income. S'il te plaît, retiens ça aussi. Retiens 2 choses. Tu es plus que ton travail, mais essaye d'avoir plusieurs sources de revenus. S'il te plaît, essaye de retenir ça. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler aujourd'hui de cette expérience-là. Aujourd'hui, j'ai trouvé du travail. Après 5 mois au chômage, j'ai réussi à trouver un travail que j'aime beaucoup. Comme je l'ai mentionné, je m'entends super bien avec ma manager. Je contribue à l'organisation. Je contribue à plein de choses dans mon organisation et je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai réussi à accomplir. Mais je garde toujours en tête que, at the end of the day, this is just a job qui peut partir à n'importe quel moment. Donc, je garde mon œil out there. J'ai aucune
loyauté envers aucune organisation. Donc, c'est pas parce que je me sens bien aujourd'hui dans cette organisation que ça veut dire que je vais rester là les 25 prochaines années de ma vie. Non, absolument pas. Je garde un œil. Ils disent dans le monde professionnel que le meilleur moment pour trouver un travail, c'est quand tu as déjà un travail. Donc, you best believe that everywhere, mes sites de carrière et tout, I still have my foot on there. Chaque semaine, ils m'envoient la liste des emplois et chaque semaine, je postule à au moins un emploi. Après, est-ce que je veux partir? Non, mais c'est bien de garder un peu, tu vois, de garder un peu de muscle memory, de muscle mass of like applying, doing interviews. C'est hyper important de garder ce muscle en vie et vif parce que shit can hit the fan at any time. Anytime. Et c'est pareil aussi pour les réseaux sociaux. C'est pareil. Là, aux États-Unis, ils veulent bannir TikTok. Toutes les personnes qui ont tous leurs revenus dans TikTok ou tous leurs revenus viennent de leurs vidéos TikTok, that's not the right strategy. Tu dois te diversifier partout, sur les réseaux sociaux aussi. Et surtout, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens comprennent mieux. Si tu vis de ta carrière en ligne, tu sais que ça fluctue et tout, et que il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même sac. Ça j'ai l'impression que c'est plus inné dans les gens qui créent du contenu, parce que à cause de la nature de leur travail. Alors que les gens qui sont vraiment employés dans les bureaux et tout, on a cette complaisance, on a l'impression que ouais, c'est mon travail, je serai là et tout, chaque 2 semaines j'ai mon salaire, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Always keep in mind that anything can happen at any moment. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il faut toujours essayer de prévoir l'imprévu avec de l'argent. That's it, that's my take. And I guess I'll see you. Oh, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je vais vous emmener au Mexique. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'aller découvrir une ville. Je vais à Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Je ne sais pas comment on dit, mais je vais là-bas. Donc, si ça vous intéresse, je vais peut-être faire un vlog ou je vais faire, je ne sais pas, une vidéo, 5 bons plans à Puerto Vallarta. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. And I guess I'll see you au Mexique.